Et Catherine, agile comme si elle n'eût eu que 20 ans, poussa une porte qui communiquait à son cabinet, montra au roi un encrier, une plume, un parchemin, le sceau et une bougie allumée. Le roi prit le parchemin et le parcourut rapidement. Ordre, etc. de faire arrêter et conduire à la Bastille notre frère Henri de Navarre. Bon, c'est fait, dit-il en signant d'un trait. Adieu ma mère. Et il s'élança hors du cabinet suivi de ses chiens, tout allègre de s'être si facilement débarrassé de Catherine. Charles IX était attendu avec impatience, et, comme on connaissait son exactitude en matière de chasse, chacun s'étonnait de ce retard. Aussi, lorsqu'il parut, les chasseurs le saluèrent par leur vivat, les piqueurs par leurs fanfares, les chevaux par leur hennissement, les chiens par leurs cris. Tout ce bruit, tout ce fracas fit monter une rougeur à ses joues pâles, son cœur se gonfla, Charles fut jeune et heureux pendant une seconde. À peine le roi prit-il le temps de saluer la brillante société réunie dans la cour, il fit un signe de tête au duc d'Alençon, un signe de main à sa sœur Marguerite, passa devant Henri sans faire semblant de le voir, et s'élança sur ce cheval barbe qui, impatient, bondit sous lui. Mais après 3 ou 4 courbettes, il comprit à quel écuyer il avait affaire et se calma. Aussitôt les fanfares retentirent de nouveau, et le roi sortit du Louvre suivi du duc d'Alençon, du roi de Navarre, de Marguerite, de Madame de Nevers, de Madame de Sauve, de Tavannes et des principaux seigneurs de la cour. Il va sans dire que la Mole et Coconnas étaient de la partie. Quant au duc d'Anjou, il était depuis 3 mois au siège de La Rochelle. Pendant qu'on attendait le roi, Henri était venu saluer sa femme, qui, tout en répondant à son compliment, lui avait glissé à l'oreille: le courrier venu de Rome a été introduit par monsieur de Coconnas lui-même chez le duc d'Alençon, un quart d'heure avant que l'envoyé du duc de Nevers fût introduit chez le roi. Alors il sait tout, dit Henri. Il doit tout savoir, répondit Marguerite, d'ailleurs jetez les yeux sur lui, et voyez comme, malgré sa dissimulation habituelle, son œil rayonne. Ventre saint gris, murmura le Béarnais, je le crois bien. Il chasse aujourd'hui 3 proies, France, Pologne et Navarre, sans compter le sanglier. Il salua sa femme, revint à son rang, et appelant un de ses gens, béarnais d'origine, dont les aïeux étaient serviteurs des siens depuis plus d'un siècle et qu'il employait comme messager ordinaire de ses affaires de galanterie, Orton, lui dit-il, prends cette clé et va la porter chez ce cousin de Madame de Sauve que tu sais, qui demeure chez sa maîtresse, au coin de la rue des 4 Fils. Tu lui diras que sa cousine désire lui parler ce soir, qu'il entre dans ma chambre, et, si je n'y suis pas, qu'il m'attende, si je tarde, qu'il se jette sur mon lit en attendant. Il n'y a pas de réponse, sire. Aucune, que de me dire si tu l'as trouvée. La clé est pour lui seul, tu comprends. Oui, sire. Attends donc, et ne me quitte pas ici, peste. Avant de sortir de Paris, je t'appellerai comme pour ressangler mon cheval, tu demeureras ainsi en arrière tout naturellement, tu feras ta commission et tu nous rejoindras à Bondy. Le valet fit un signe d'obéissance et s'éloigna. On se mit en marche par la rue Saint-Honoré, on gagna la rue Saint-Denis, puis le faubourg. Arrivé à la rue Saint-Laurent, le cheval du roi de Navarre se désangla, Orton accourut, et tout se passa comme il avait été convenu entre lui et son maître, qui continua de suivre avec le cortège royal la rue des Récollets, tandis que son fidèle serviteur gagnait la rue du Temple. Lorsqu'Henri rejoignit le roi, Charles était engagé avec le duc d'Alençon dans une conversation si intéressante sur le temps, sur l'âge du sanglier détourné qui était un solitaire, enfin sur l'endroit où il avait établi sa bauge, qu'il ne s'aperçut pas ou feignit ne pas s'apercevoir que Henri était resté un instant en arrière.
Pendant ce temps, Marguerite observait de loin la contenance de chacun, et croyait reconnaître dans les yeux de son frère un certain embarras toutes les fois que ses yeux se reposaient sur Henri. Madame de Nevers se laissait aller à une gaieté folle, car Coconnas, éminemment joyeux ce jour-là, faisait autour d'elle sans lasie pour faire rire les dames. Quant à la Mole, il avait déjà trouvé 2 fois l'occasion de baiser l'écharpe blanche à franges d'or de Marguerite sans que cette action, faite avec l'adresse ordinaire aux amants, eût été vue de plus de 3 ou 4 personnes. On arriva vers 8h15 à Bondy. Le premier soin de Charles IX fut de s'informer si le sanglier avait tenu. Le sanglier était à sa bauge, et le piqueur qui l'avait détourné répondait de lui. Une collation était prête. Le roi but un verre de vin de Hongrie. Charles IX invita les dames à se mettre à table, et, tout à son impatience, s'en alla, pour occuper son temps, visiter les chenils et les perchoirs, recommandant qu'on ne décellât pas son cheval, attendu, dit-il, qu'il n'en avait jamais monté de meilleur et de plus fort. Pendant que le roi faisait sa tournée, le duc de Guise arriva. Il était armé en guerre plutôt qu'en chasse, et 20 ou 30 gentilshommes, équipés comme lui, l'accompagnaient. Il s'informa aussitôt du lieu où était le roi, l'alla rejoindre et revint en causant avec lui. À 9 heures précises, le roi donna lui-même le signal en sonnant le lancer, et chacun, montant à cheval, s'achemina vers le rendez-vous. Pendant la route, Henri trouva moyen de se rapprocher encore une fois de sa femme. « Eh bien, lui demanda-t-il, savez-vous quelque chose de nouveau ? » « Non, répondit Marguerite, si ce n'est que mon frère Charles vous regarde d'une étrange façon. »« Je m'en suis aperçu, dit Henri. »« Avez-vous pris vos précautions ? » ?»« J'ai sur ma poitrine ma cotte de maïs et à mon côté un excellent couteau de chasse espagnol, affilé comme un rasoir, pointu comme une aiguille, et avec lequel je perce des doublons. »« Alors, dit Marguerite, à la garde de Dieu. » Le piqueur qui dirigeait le cortège fit un signe, on était arrivé à la bauge. XXX Morvel pendant que toute cette jeunesse joyeuse et insouciante, en apparence du moins, se répandait comme un tourbillon doré sur la route de Bondy, Catherine, roulant le parchemin précieux sur lequel le roi Charles venait d'apposer sa signature, faisait introduire dans son cabinet l'homme à qui son capitaine des gardes avait apporté, quelques jours auparavant, une lettre rue de la Cerisaie, quartier de l'Arsenal. Une large bande de taffetas, pareille à un seau mortuaire, cachait un des yeux de cet homme, découvrant seulement l'autre œil, et laissant voir entre 2 pommettes saillantes la courbure d'un nez de vautour, tandis qu'une barbe grisonnante lui couvrait le bas du visage. Il était vêtu d'un manteau long et épais sous lequel on devinait tout un arsenal. En outre il portait au côté, quoique ce ne fût pas l'habitude des gens appelés à la cour, une épée de campagne longue, large et à double coquille. Une de ses mains était cachée et ne quittait point sous son manteau le manche d'un long poignard. « Ah ! Vous voici, monsieur, dit la reine en s'asseyant, vous savez que je vous ai promis après la Saint-Barthélemy, où vous nous avez rendu de si signalés services, de ne pas vous laisser dans l'inaction. L'occasion se présente, ou plutôt non, je l'ai fait naître. Remerciez-moi donc. » « Madame, je remercie humblement votre majesté, répondit l'homme au bandeau noir avec une réserve basse et insolente à la fois. Une belle occasion, monsieur, comme vous n'en trouverez pas 2 dans votre vie, profitez-en donc. J'attends, madame, seulement, je crains, d'après le préambule, que la commission ne soit violente. N'est-ce pas de ces commissions-là que sont friands ceux qui veulent s'avancer? Celle dont je vous parle serait enviée par les Tavannes et par les Guises même. Ah! Madame, reprit l'homme, croyez bien, quelle qu'elle soit, je suis aux ordres de votre majesté. En ce cas, lisez, dit Catherine. Et elle lui présenta le parchemin. L'homme le parcourut et pâlit. Quoi?
s'écria-t-il, l'ordre d'arrêter le roi de Navarre. Eh bien, qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela? Mais un roi, madame. En vérité, je doute, je crains de n'être pas assez bon gentilhomme. Ma confiance vous fait le premier gentilhomme de ma cour, monsieur de Morvel, dit Catherine. Grâce soit rendue à votre majesté, dit l'assassin si ému qu'il paraissait hésiter. Vous obéirez donc? Si votre majesté le commande, n'est-ce pas mon devoir? Oui, je le commande. Alors, j'obéirai. Comment vous y prendrez-vous? Mais je ne sais pas trop, madame, et je désirerais fort être guidé par votre majesté. Vous redoutez le bruit? Je l'avoue. Prenez 12 hommes sûrs, plus s'il le faut. Sans doute, je le comprends, votre majesté me permet de prendre mes avantages, et je lui en suis reconnaissant, mais où saisirai-je le roi de Navarre? Où vous plairait-il mieux de le saisir? Dans un lieu qui, par sa majesté même, me garantit, s'il était possible. Oui, je comprends, dans quelque palais royal, que diriez-vous du Louvre, par exemple? Oh! Si votre majesté me le permettait, ce serait une grande faveur. Vous l'arrêterez donc dans le Louvre. Et dans quelle partie du Louvre? Dans sa chambre même? Morvel s'inclina. Et quand cela, madame? Ce soir, ou plutôt cette nuit? Bien, madame. Maintenant, que votre majesté daigne me renseigner sur une chose. Sur laquelle? Sur les égards dus à sa qualité? Égards? Qualité? Dit Catherine. Mais vous ignorez donc, monsieur, que le roi de France ne doit les égards à qui que ce soit dans son royaume, ne reconnaissant personne dont la qualité soit égale à la sienne. Morvel fit une seconde révérence. J'insisterai sur ce point cependant, madame, dit-il, si votre majesté le permet. Je le permets, monsieur. Si le roi contestait l'authenticité de l'ordre, ce n'est pas probable, mais enfin, au contraire, monsieur, c'est sûr. Il contestera. Sans aucun doute. Et par conséquent il refusera d'y obéir. Je le crains. Et il résistera. C'est probable. Ah! Diable, dit Morvel, et dans ce cas, dans quel cas, dit Catherine avec son regard fixe. Mais dans le cas où il résisterait, que faut-il faire? Que faites-vous quand vous êtes chargé d'un ordre du roi, c'est-à-dire quand vous représentez le roi, et qu'on vous résiste, monsieur de Morvel? Mais, madame, dit le sbire, quand je suis honoré d'un pareil ordre, et que cet ordre concerne un simple gentilhomme, je le tue. Je vous ai dit, monsieur, reprit Catherine, et je ne croyais pas qu'il y eût assez longtemps pour que vous l'eussiez déjà oublié, que le roi de France ne reconnaissait aucune qualité dans son royaume, c'est vous dire que le roi de France seul est roi, et qu'auprès de lui les plus grands sont de simples gentilshommes. Morvel pâlit, car il commençait à comprendre. Oh! Oh, dit-il, tu es le roi de Navarre, mais qui vous parle donc de le tuer? Où est l'ordre de le tuer? Le roi veut qu'on le mène à la Bastille, et l'ordre ne porte que cela. Qu'il se laisse arrêter, très bien, mais comme il ne se laissera pas arrêter, comme il résistera, comme il essaiera de vous tuer. Morvel pâlit. Vous vous défendrez, continua Catherine. On ne peut pas demander à un vaillant comme vous de se laisser tuer sans se défendre, et en vous défendant, que voulez-vous, arrive qu'arrive. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Oui, madame, mais cependant, allons, vous voulez qu'après ces mots, ordre d'arrêter, j'écrive de ma main, mort ou vif. J'avoue, madame, que cela lèverait mes scrupules. Voyons, il le faut bien, puisque vous ne croyez pas la commission exécutable sans cela.
Et Catherine, en haussant les épaules, déroula le parchemin d'une main, et de l'autre écrivit « Mort ou vif ». Tenez, dit-elle, trouvez-vous l'ordre suffisamment en règle, maintenant? Oui, madame, répondit Morvel, mais je prie votre majesté de me laisser l'entière disposition de l'entreprise. En quoi ce que j'ai dit nuit-il donc à son exécution? Votre majesté m'a dit de prendre 12 hommes. Oui, pour être plus sûr, eh bien. Je demanderai la permission de n'en prendre que 6. Pourquoi cela? Parce que, madame, s'il arrivait malheur au prince, comme la chose est probable, on excuserait facilement 6 hommes d'avoir eu peur de manquer un prisonnier, tandis que personne n'excuserait 12 gardes de n'avoir pas laissé tuer la moitié de leurs camarades avant de porter la main sur une majesté. Belle majesté, ma foi, qui n'a pas de royaume. Madame, dit Morvel, ce n'est pas le royaume qui fait le roi, c'est la naissance. Eh bien donc, dit Catherine, faites comme il vous plaira. Seulement, je dois vous prévenir que je désire que vous ne quittiez point le Louvre. Mais, madame, pour réunir mes hommes. Vous avez bien une espèce de sergent que vous puissiez charger de ce soin. J'ai mon laquais, qui non seulement est un garçon fidèle, mais qui même m'a quelquefois aidé dans ces sortes d'entreprises. Envoyez-le chercher, et concertez-vous avec lui. Vous connaissez le cabinet des armes du roi, n'est-ce pas? Eh bien, on va vous servir là à déjeuner, là vous donnerez vos ordres. Le lieu raffermira vos sens s'il était ébranlé. Puis, quand mon fils reviendra de la chasse, vous passerez dans mon oratoire, où vous attendrez l'heure. Mais comment entrerons-nous dans la chambre? Le roi a sans doute quelques soupçons, et il s'enfermera en dedans. J'ai une double clé de toutes les portes, dit Catherine, et on a enlevé les verrous de celle de Henri. Adieu, monsieur de Morvel, à tantôt. Je vais vous faire conduire dans le cabinet des armes du roi. Ah! À propos, rappelez-vous que ce qu'un roi ordonne doit, avant toute chose, être exécuté, qu'aucune excuse n'est admise, qu'une défaite, même un insuccès compromettrait l'honneur du roi. C'est grave. Et Catherine, sans laisser à Morvel le temps de lui répondre, appela monsieur de Nancy, capitaine des gardes, et lui ordonna de conduire Morvel dans le cabinet des armes du roi. Mordieu, disait Morvel en suivant son guide, je m'élève dans la hiérarchie de l'assassinat, d'un simple gentilhomme à un capitaine, d'un capitaine à un amiral, d'un amiral à un roi sans couronne. Et qui sait si je n'arriverai pas un jour à un roi couronné? XXXI la chasse à court le piqueur qui avait détourné le sanglier et qui avait affirmé au roi que l'animal n'avait pas quitté l'enceinte ne s'était pas trompé. À peine le limier fut-il mis sur la trace, qu'il s'enfonça dans le taillis et que d'un massif d'épines il fit sortir le sanglier qui, ainsi que le piqueur l'avait reconnu à ses voix, était un solitaire, c'est-à-dire une bête de la plus forte taille. L'animal piquait droit devant lui et traversa la route à 50 pas du roi, suivi seulement du limier qui l'avait détourné. On découpla aussitôt un premier relais, et une vingtaine de chiens s'enfoncèrent à sa poursuite. La chasse était la passion de Charles. À peine l'animal eut-il traversé la route qu'il s'élança derrière lui, sonnant la vue, suivi du duc d'Alençon et de Henri, à qui un signe de Marguerite avait indiqué qu'il ne devait point quitter Charles. Tous les autres chasseurs suivirent le roi. Les forêts royales étaient loin, à l'époque où se passe l'histoire que nous racontons, d'être, comme elles le sont aujourd'hui, de grands parcs coupés par des allées carrossables. Alors, l'exploitation était à peu près nulle. Les rois n'avaient pas encore eu l'idée de se faire commerçants et de diviser leur bois en coupes, en taillis et en futaies. Les arbres, semés non point par de savants forestiers, mais par la main de Dieu,
qui jetait la graine aux caprices du vent, n'étaient pas disposés en quinconce, mais poussés à leur loisir et comme ils font encore aujourd'hui dans une forêt vierge de l'Amérique. Bref, une forêt, à cette époque, était un repère où il y avait à foison du sanglier, du cerf, du loup et des voleurs, et une douzaine de sentiers seulement, partant d'un point, étoilait celle de Bondy, qu'une route circulaire enveloppait comme le cercle de la roue enveloppe les jantes. En poussant la comparaison plus loin, le Moyeu ne représenterait pas mal l'unique carrefour situé au centre du bois, et où les chasseurs égarés se ralliaient pour s'élancer de là vers le point où la chasse perdue reparaissait. Au bout d'un quart d'heure, il arriva ce qui arrivait toujours en pareil cas, c'est que des obstacles presque insurmontables s'étant opposés à la course des chasseurs, les voix des chiens s'étaient éteintes dans le lointain, et le roi lui-même était revenu au carrefour, jurant et sacrant, comme c'était son habitude. Eh bien, d'Alençon, eh bien. Henriot, dit-il, vous voilà, mordieu, calme et tranquille comme des religieuses qui suivent leur abbesse. Voyez-vous, ça ne s'appelle point chasser, cela. Vous, d'Alençon, vous avez l'air de sortir d'une boîte, et vous êtes tellement parfumé que si vous passez entre la bête et mes chiens, vous êtes capable de leur faire perdre la voix. Et vous, Henriot, où est votre épieu, où est votre arquebuse? Voyons. Sire, dit Henri, à quoi bon une arquebuse? Je sais que votre majesté aime attirer l'animal quand il tient au chien. Quant à un épieu, je manie assez maladroitement cette arme, qui n'est point d'usage dans nos montagnes, où nous chassons l'ours avec le simple poignard. Par la mordieu, Henri, quand vous serez retourné dans vos Pyrénées, il faudra que vous m'envoyiez une pleine charretée d'ours, car ce doit être une belle chasse que celle qui se fait ainsi corps à corps avec un animal qui peut nous étouffer. Écoutez donc, je crois que j'entends les chiens. Non, je me trompais. Le roi prit son corps et sonna une fanfare. Plusieurs fanfares lui répondirent. Tout à coup un piqueur parut qui fit entendre un autre air. La vue, cria le roi. Et il s'élança au galop, suivi de tous les chasseurs qui s'étaient ralliés à lui. Le piqueur ne s'était pas trompé. À mesure que le roi s'avançait, on commençait d'entendre les aboiements de la meute, composée alors de plus de 60 chiens, car on avait successivement lâché tous les relais placés dans les endroits que le sanglier avait déjà parcourus. Le roi le vit passer pour la seconde fois, et, profitant d'une haute futaie, se jeta sous bois après lui, donnant du corps de toutes ses forces. Les princes le suivirent quelque temps. Mais le roi avait un cheval si vigoureux, emporté par son ardeur il passait par des chemins tellement escarpés, par des taillis si épais, que d'abord les femmes, puis le duc de Guise et ses gentilshommes, puis les deux princes, furent forcés de l'abandonner. Tavannes tint encore quelque temps, mais enfin il y renonça à son tour. Tout le monde, excepté Charles et quelques piqueurs qui, excités par une récompense promise, ne voulaient pas quitter le roi, se retrouva donc dans les environs du carrefour. Les deux princes étaient l'un près de l'autre dans une longue allée. À 100 pas d'eux, le duc de Guise et ses gentilshommes avaient fait halte. Au carrefour se tenaient les femmes. Ne semblerait-il pas, en vérité, dit le duc d'Alençon à Henri en lui montrant du coin de l'œil le duc de Guise, que cet homme, avec son escorte bardée de fer, est le véritable roi. Pauvres princes que nous sommes, il ne nous honore pas même d'un regard. Pourquoi nous traiterait-il mieux que ne nous traitent nos propres parents, répondit Henri. Et, mon frère, ne sommes-nous pas, vous et moi, des prisonniers à la cour de France, des otages de notre parti? Le duc François tressaillit à ces mots, et regarda Henri comme pour provoquer une plus large explication, mais Henri s'était plus avancé qu'il n'avait coutume de le faire, et il garda le silence.
Que voulez-vous dire, Henri, demanda le duc François, visiblement contrarié que son beau-frère, en ne continuant pas, le laissa entamer ses éclaircissements. Je dis, mon frère, reprit Henri, que ces hommes si bien armés, qui semblent avoir reçu pour tâche de ne point nous perdre de vue, ont tout l'aspect de gardes qui prétendraient empêcher deux personnes de s'échapper. S'échapper, pourquoi? Comment? Demanda d'Alençon en jouant admirablement la surprise et la naïveté. Vous avez là un magnifique genet, François, dit Henri poursuivant sa pensée tout en ayant l'air de changer de conversation, je suis sûr qu'il ferait 7 lieues en 1 heure, et 20 lieues d'ici à midi. Il fait beau, cela invite, sur ma parole, à baisser la main. Voyez donc le joli chemin de traverse. Est-ce qu'il ne vous tente pas, François? Quant à moi, l'éperon me brûle. François ne répondit rien. Seulement il rougit et pâlit successivement, puis il tendit l'oreille comme s'il écoutait la chasse. La nouvelle de Pologne fait son effet, dit Henri, et mon cher beau-frère a son plan. Il voudrait bien que je me sauvasse, mais je ne me sauverai pas seul. Il achevait à peine cette réflexion, quand plusieurs nouveaux convertis, revenus à la cour depuis 2 ou 3 mois, arrivèrent au petit galop et saluèrent les deux princes avec un sourire des plus engageants. Le duc d'Alençon, provoqué par les ouvertures de Henri, n'avait qu'un mot à dire, qu'un geste à faire, et il était évident que 30 ou 40 cavaliers, réunis en ce moment autour d'eux comme pour faire opposition à la troupe de Monsieur de Guise, favoriseraient la fuite, mais il détourna la tête, et portant son corps à sa bouche, il sonna le ralliement. Cependant les nouveaux venus, comme s'ils eussent cru que l'hésitation du duc d'Alençon venait du voisinage et de la présence des Guisards, s'étaient peu à peu glissés entre eux et les deux princes, et s'étaient échelonnés avec une habileté stratégique qui annonçait l'habitude des dispositions militaires. En effet, pour arriver au duc d'Alençon et au roi de Navarre, il eût fallu leur passer sur le corps, tandis qu'à perte de vue s'étendait devant les deux beaux-frères une route parfaitement libre. Tout à coup, entre les arbres, à 10 pas du roi de Navarre, apparut un autre gentilhomme que les deux princes n'avaient pas encore vu. Henri cherchait à deviner qui il était, quand ce gentilhomme, soulevant son chapeau, se fit reconnaître à Henri pour le vicomte de Turenne, un des chefs du parti protestant que l'on croyait en Poitou. Le vicomte hasarda même un signe qui voulait clairement dire « Venez-vous ». Mais Henri, après avoir bien consulté le visage impassible et l'œil terne du duc d'Alençon, tourna 2 ou 3 fois la tête sur son épaule comme si quelque chose le gênait dans le col de son pourpoint. C'était une réponse négative. Le vicomte la comprit, piquait des deux et disparut dans le fourré. Au même instant on entendit la meute se rapprocher, puis, à l'extrémité de l'allée où l'on se trouvait, on vit passer le sanglier, puis au même instant les chiens, puis, pareil au chasseur infernal, Charles IX sans chapeau, le corps à la bouche, sonnant à se briser les poumons, 3 ou 4 piqueurs le suivaient. Tavannes avait disparu. Le roi, s'écria le duc d'Alençon. Et il s'élança sur la trace. Henri, rassuré par la présence de ses bons amis, leur fit signe de ne pas s'éloigner et s'avança vers les dames. Eh bien, dit Marguerite en faisant quelques pas au-devant de lui. Eh bien, madame, dit Henri, nous chassons le sanglier. Voilà tout. Oui, le vent a tourné depuis hier matin, mais je crois vous avoir prédit que cela serait ainsi. Ces changements de vent sont mauvais pour la chasse, n'est-ce pas, monsieur, demanda Marguerite. Oui, dit Henri, cela bouleverse quelquefois toutes les dispositions arrêtées, et c'est un plan à refaire. En ce moment les aboiements de la meute commencèrent à se faire entendre, se rapprochant rapidement, et une sorte de vapeur tumultueuse avertit les chasseurs de se tenir sur leur garde. Chacun leva la tête et tendit l'oreille.
Presque aussitôt le sanglier déboucha, et au lieu de se rejeter dans le bois, il suivit la route venant droit sur le carrefour où se trouvaient les dames, les gentilshommes qui leur faisaient la cour, et les chasseurs qui avaient perdu la chasse. Derrière lui, et lui soufflant au poil, venaient 30 ou 40 chiens des plus robustes, puis, derrière les chiens, à 20 pas à peine, le roi Charles sans toquet, sans manteau, avec ses habits tout déchirés par les épines, le visage et les mains en sang. Un ou deux piqueurs restaient seuls avec lui. Le roi ne quittait son corps que pour exciter ses chiens, ne cessait d'exciter ses chiens que pour reprendre son corps. Le monde tout entier avait disparu à ses yeux. Si son cheval eût manqué, il eût crié comme Richard III, « Ma couronne pour un cheval !» Mais le cheval paraissait aussi ardent que le maître, ses pieds ne touchaient pas la terre et ses naseaux soufflaient le feu. Le sanglier, les chiens, le roi passèrent comme une vision. « Halali, halali !» cria le roi en passant. Et il ramena son corps à ses lèvres sanglantes. À quelques pas de lui venait le duc d'Alençon et 2 piqueurs, seulement les chevaux des autres avaient renoncé ou ils s'étaient perdus. Tout le monde partit sur la trace, car il était évident que le sanglier ne tarderait pas à tenir. En effet, au bout de 10 minutes à peine, le sanglier quitta le sentier qu'il suivait et se jeta dans le bois, mais, arrivé à une clairière, il s'accula à une roche et fit tête aux chiens. Au cri de Charles, qui l'avait suivi, tout le monde accourut. On était arrivé au moment intéressant de la chasse. L'animal paraissait résolu à une défense désespérée. Les chiens, animés par une course de plus de 3 heures, se ruaient sur lui avec un acharnement que redoublaient les cris et les jurons du roi. Tous les chasseurs se rangèrent en cercle, le roi un peu en avant, ayant derrière lui le duc d'Alençon armé d'une arquebuse, et Henri qui n'avait que son simple couteau de chasse. Le duc d'Alençon détacha son arquebuse du crochet et en alluma la mèche. Henri fit jouer son couteau de chasse dans le fourreau. Quant au duc de Guise, assez dédaigneux de tous ces exercices de vénerie, il se tenait un peu à l'écart avec tous ses gentilshommes. Les femmes réunies en groupe formaient une petite troupe qui faisait le pendant à celle du duc de Guise. Tous ceux qui étaient chasseurs demeuraient les yeux fixés sur l'animal, dans une attente pleine d'anxiété. À l'écart se tenait un piqueur se raidissant pour résister aux 2 molosses du roi, qui, couverts de leur jaque de mailles, attendaient, en hurlant et en s'élançant de manière à faire croire à chaque instant qu'il allait briser leur chaîne, le moment de coiffer le sanglier. L'animal faisait merveille, attaqué à la fois par une quarantaine de chiens qui l'enveloppaient comme une marée hurlante, qui le recouvraient de leurs tapis bigarrés, qui de tous côtés essayait d'entamer sa peau rugueuse au poil hérissé. À chaque coup de boutoir, il lançait à 10 pieds de haut un chien, qui retombait éventré, et qui, les entrailles traînantes, se rejetait aussitôt dans la mêlée tandis que Charles, les cheveux raidis, les yeux enflammés, les narines ouvertes, courbé sur le cou de son cheval ruisselant, sonnait un halali furieux. En moins de 10 minutes, 20 chiens furent hors de combat. Les dogues, cria Charles, les dogues. À ce cri, le piqueur ouvrit les porte-mousquetons des laisses, et les 2 molosses se ruèrent au milieu du carnage, renversant tout, écartant tout, se frayant avec leurs côtes de fer un chemin jusqu'à l'animal, qu'ils saisirent chacun par une oreille. Le sanglier, se sentant coiffé, fit claquer ses dents à la fois de rage et de douleur. Bravo, Durde. Bravo. Risque tout. Cria Charles. Courage, les chiens. Un épieu. Un épieu. Vous ne voulez pas mon arquebuse, dit le duc d'Alençon. Non, cria le roi, non, on ne sent pas entrer la balle, il n'y a pas de plaisir, tandis qu'on sent entrer l'épieu. Un épieu. Un épieu. On présenta au roi un épieu de chasse durci au feu et armé d'une pointe de fer. Mon frère,
prenez garde !» cria Marguerite. « Su, cria la duchesse de Nevers. « Ne le manquez pas, sire. Un bon coup à ce parpaillot. »« Soyez tranquille, duchesse, dit Charles. » Et, mettant son épieu en arrêt, il fondit sur le sanglier, qui, tenu par les deux chiens, ne put éviter le coup. Cependant, à la vue de l'épieu luisant, il fit un mouvement de côté, et l'arme, au lieu de pénétrer dans la poitrine, glissa sur l'épaule et alla s'émousser sur la roche contre laquelle l'animal était acculé. « Mille noms d'un diable !» cria le roi, « je l'ai manqué. Un épieu. Un épieu. » Et, se reculant comme faisaient les chevaliers lorsqu'ils prenaient du champ, il jeta à 10 pas de lui son épieu hors de service. Un piqueur s'avança pour lui en offrir un autre. Mais au même moment, comme s'il eût prévu le sort qui l'attendait et qu'il eût voulu s'y soustraire, le sanglier, par un violent effort, arracha aux dents des molosses ses deux oreilles déchirées, et, les yeux sanglants, hérissés, hideux, la laine bruyante comme un soufflet de forge, faisant claquer ses dents l'une contre l'autre, il s'élança la tête basse, vers le cheval du roi. Charles était trop bon chasseur pour ne pas avoir prévu cette attaque. Il enleva son cheval, qui se cabra, mais il avait mal mesuré la pression, le cheval, trop serré par le morse ou peut-être même cédant à son épouvante, se renversa en arrière. Tous les spectateurs jetèrent un cri terrible, le cheval était tombé, et le roi avait la cuisse engagée sous lui. « La main, sire, rendez la main, dit Henri. » Le roi lâcha la bride de son cheval, saisit la selle de la main gauche, essayant de tirer de la droite son couteau de chasse, mais le couteau, pressé par le poids de son corps, ne voulut pas sortir de sa gaine. « Le sanglier ! Le sanglier !» cria Charles. « À moi, d'Alençon. À moi !» Cependant le cheval, rendu à lui-même, comme s'il eût compris le danger que courait son maître, tendit ses muscles et était parvenu déjà à se relever sur 3 jambes, lorsqu'à l'appel de son frère, Henri vit le duc François pâlir affreusement et approcher l'arquebuse de son épaule, mais la balle, au lieu d'aller frapper le sanglier, qui n'était plus qu'à 2 pas du roi, brisa le genou du cheval, qui retomba le nez contre terre. Au même instant le sanglier déchira de son boutoir la botte de Charles. « Oh ! Murmura d'Alençon de ses lèvres blêmissantes, je crois que le duc d'Anjou est roi de France, et que moi je suis roi de Pologne. » En effet le sanglier labourait la cuisse de Charles, lorsque celui-ci sentit quelqu'un qui lui levait le bras, puis il vit briller une lame aiguë et tranchante qui s'enfonçait et disparaissait jusqu'à la garde au défaut de l'épaule de l'animal, tandis qu'une main gantée de fer écartait la hure déjà fumante sous ses habits. Charles, qui dans le mouvement qu'avait fait le cheval était parvenu à dégager sa jambe, se releva lourdement, et, se voyant tout ruisselant de sang, devint pâle comme un cadavre. « Sire, dit Henri, qui toujours à genoux maintenait le sanglier atteint au cœur, « Sire, ce n'est rien, j'ai écarté la dent, et votre majesté n'est pas blessé. » Puis il se releva, lâchant le couteau, et le sanglier tomba, rendant plus de sang encore par sa gueule que par sa plaie. Charles, entouré de tout un monde haletant, assailli par des cris de terreur qui eussent étourdi le plus calme courage, fut un moment sur le point de tomber près de l'animal agonisant. Mais il se remit, et se retournant vers le roi de Navarre, il lui serra la main avec un regard où brillait le premier élan de sensibilité qui eût fait battre son cœur depuis 24 ans. « Merci, Henriot, lui dit-il. « Mon pauvre frère, s'écria d'Alençon en s'approchant de Charles. « Ah! C'est toi, d'Alençon, dit le roi. Eh bien, fameux tireur, qu'est donc devenue ta balle? » Elle se sera aplatie sur le sanglier, dit le duc. Et
Mon Dieu, s'écria Henri avec une surprise admirablement jouée, voyez donc, François, votre balle a cassé la jambe du cheval de Sa Majesté. C'est étrange. Hein, dit le roi. Est-ce vrai, cela? C'est possible, dit le duc consterné, la main me tremblait si fort. Le fait est que, pour un tireur habile, vous avez fait là un singulier coup, François, dit Charles en fronçant le sourcil. Une seconde fois, merci, Henriot. Messieurs, continua le roi, retournons à Paris, Jean est assez comme cela. Marguerite s'approcha pour féliciter Henri. Ah! Ma foi, oui, Margot, dit Charles, fais-lui ton compliment, et bien sincère même, car sans lui le roi de France s'appelait Henri III. Hélas! Madame, dit le Béarnais, monsieur le duc d'Anjou, qui est déjà mon ennemi, va m'en vouloir bien davantage. Mais que voulez-vous? On fait ce qu'on peut, demandez à monsieur d'Alençon. Et, se baissant, il retira du corps du sanglier son couteau de chasse, qu'il plongea 2 ou 3 fois dans la terre, afin d'en essuyer le sang. Fin de la première partie. Qui est à ma portière? 2 pages et un écuyer. Bon. Ce sont des barbares. Dites-moi, la Mole, qui avez-vous trouvé dans votre chambre? Le duc François. Faisant? Je ne sais quoi. Avec un inconnu. Je suis seul, entrez, mon cher. 42, End of Project Gutenberg S. La Reine Margot, Tommy, by Alexandre Dumas, père. Astérisque 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 End of the Project Gutenberg ebook La Reine Margot, Tommy astérisque 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 updated editions will replace the previous one, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1.
General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique Works 1.a by reading or using any part of this project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg Symbol Marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg Symbol Marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg Symbol Marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg Symbol Marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg Symbol Marque commerciale work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg Symbol Marque commerciale license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg Symbol Marque commerciale work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.E.2 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.3 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.E.1. 1.E.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.8
You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commerciale Works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked assumption sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S// does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commerciale works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f.1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commerciale collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage.
1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a return explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your return explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501
3. Educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Fondation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks.
première partie The Full Project Gutenberg licence.